Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la French Care, BPI France. Nous réfléchissons à la transformation du système de santé en France. Et transformer la santé, eh bien, c'est notamment comprendre le business model de la robotique, des robots médicaux. Des robots médicaux qui sont de plus en plus présents, qui montent en puissance, que ce soit dans la chirurgie, dans la rééducation, dans le diagnostic. Et donc, nous allons nous demander quel modèle économique viable à l'échelle pour ces robots à partir de l'expérience de nos deux intervenants ici présent. Marc Gliner, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller du président de Min-Max Medical. J'ai réussi à le dire, vous nous direz ce que c'est dans un instant. Et Didier Deltor, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien dirigeant du GE Healthcare. Vous travaillez avec des fonds d'investissement, plutôt sur la health tech. Et vous êtes directeur du conseil d'administration d'Acu Surgical. J'ai là aussi réussi à le dire. Alors, peut-être pour faire un état des lieux et poser un peu les problématiques par rapport à ces modèles de la robotique, Marc Gliner, quelle a été la genèse de Min-Max Medical? Alors Min-Max Medical, on est une société qui a été fondée par Stéphane Lavallée, qui est un entrepreneur dans le domaine de la robotique chirurgicale et de la chirurgie digitale. Min-Max Medical, on est positionné comme un fabricant de composants critiques, de briques technologiques pour le secteur de la chirurgie digitale et robotique. Donc ça va être principalement 3 types de technologies. On va parler de logiciels tout d'abord. Donc c'est des logiciels de planification, de recalage d'images qui vont permettre en fait au chirurgien de créer un jumeau digital de l'anatomie de son patient et qui va ensuite pouvoir utiliser. Ensuite, on va avoir des technologies de navigation. Donc là, on parle de GPS du bloc opératoire. On va pouvoir positionner avec précision un instrument par rapport à une anatomie et suivre tout ça sur un écran, dans des lunettes de réalité augmentée. Et finalement, il y aura des robots, des plateformes robotiques. Là, c'est un système qui va être autonome ou téléopéré et qui va permettre de suivre une trajectoire avec précision, encore une fois pour aider le chirurgien à mieux opérer les patients avec plus de précision, plus de répétabilité. On est donc dans l'aide au chirurgien et pas dans le remplacement du chirurgien. Exactement. Voilà, je le précise. Didier Deltor, avec votre expertise et votre parcours, comment est-ce que vous pouvez analyser finalement l'évolution de ce marché de la robotique médicale sur les dernières années ? Très bien, très bonne question. Tout d'abord, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on peut dire que la robotique médicale existe depuis une trentaine d'années, avec beaucoup d'innovations qui sont venues de la France, et notamment de Grenoble et d'autres villes. Et dans un premier temps, pour des spécialités chirurgicales multi-organes, en minimally invasive surgery, etc. Et de plus en plus de la robotique qui s'est étendue à d'autres applications comme l'orthopédie, comme le rachis, et maintenant qui va de plus en plus dans d'autres spécialités comme l'ophtalmologie pour Acu Surgical, mais aussi le dentaire ou d'autres applications. Donc pas mal répandu. Donc un spectre de plus en plus large. Et est-ce qu'on peut dire, et là j'attends votre réponse à tous les deux, que ce marché arrive à maturité, qu'il a trouvé finalement son business model? On en est où de l'évolution? Alors en effet, le marché de la robotique aujourd'hui est mature sur certaines indications, comme l'a dit Didier. Donc tout ce qui est chirurgie du tissu mou, on connaît tous dans le domaine la plateforme Intuitive Surgical avec le robot Da Vinci. C'est un système qui aujourd'hui est répandu dans tous les centres hospitaliers, en France, dans le monde. C'est un énorme succès. Par contre, c'est vrai qu'il y a des domaines comme l'orthopédie où ça commence à devenir quelque chose d'important pour les acteurs et pour les patients. Mais on va dire on est encore à un stade où la maturité n'est pas totalement là. Et il y a des sujets qui sont nouveaux et où c'est justement le travail de nouvelles startups, de nouvelles sociétés, de profiter de la porte qui a été ouverte par des acteurs comme Intuitive pour arriver sur le marché sur ces nouvelles indications. Oui, je pense que Marc a bien répondu. Et en fonction de la spécialité chirurgicale dont vous allez appréhender, la pénétration de la robotique est de 5, 10, 15, 20, 30% maximum. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. D'accord, et beaucoup de perspectives, effectivement. Pour revenir à cette problématique finalement de maturité et donc de modèle économique, quel est, et là je vous disais qu'on allait se baser sur vos exemples, le modèle économique pour Min-Max Medical? Alors, Min-Max Medical, nous, comme je le précisais, on est un fournisseur de composants. Donc, nos clients sont des clients qui sont des startups que nous co-créons. On travaille avec un modèle de spin-off. Et donc, on va fournir des composants critiques à ces startups qui vont les intégrer dans un dispositif médical. Ces startups vont se financer auprès de fonds d'investissement, de partenaires industriels, de groupes de chirurgiens parfois, vont développer le DM. Et ensuite, la stratégie, c'est que ces startups soient rachetées par des grands groupes qui, elles, vont intégrer ce produit dans leur portefeuille
et en faire la distribution. Donc nous, on a un business model qui est un peu particulier, vu que voilà, on va co-créer des dispositifs médicaux. Donc on va avoir des contrats de licence avec nos startups et de co-développement. Ensuite, on va vendre nos composants qui seront intégrés par ces startups et une fois qu'elles seront rachetées par des grands groupes industriels. Et finalement, les produits de cession de nos startups, une fois qu'elles auront été acquises, vont aussi permettre à Minmax Medical de faire du revenu. Donc voilà, on est avant tout un fournisseur. Nos clients finaux sont des startups, des industriels, ce ne sont pas des hôpitaux. Et justement, pour accéder au final aux hôpitaux, est-ce que vous avez des freins? Est-ce que les startups avec qui vous travaillez ont des freins ou est-ce que c'est là aussi quelque chose qui se fait assez facilement? Bien sûr, le coût final du système est l'enjeu principal. Donc les startups avec lesquelles on travaille, elles ont des enjeux sur les business models. Ce qu'elles vont proposer aux hôpitaux. Donc là, il y a deux types de stratégies qu'on peut voir. C'est premièrement un peu le modèle de Da Vinci, justement, qui va être, on mise sur le fait que le robot apporte une valeur, que ce soit aux praticiens, aux patients, au système de santé. Donc on va payer un prix élevé pour le robot, mais parce qu'il y a un retour sur investissement. Et ensuite, il y a un autre type de stratégie que lui, on va plutôt voir par exemple en orthopédie, où en fait le robot va venir accompagner d'autres systèmes tels que les implants. Et donc, on va vendre un package avec des implants et un accès à une plateforme robotique pour un prix global et qui va permettre aux praticiens d'accéder à la technologie et aux vendeurs de fournir son système. Didier Deltor, est-ce qu'il y a un modèle économique plus qu'un autre qui fonctionne particulièrement dans la robotique ? Non, parce que ça dépend vraiment des spécialités chirurgicales que l'on veut couvrir, des typologies de systèmes de santé et d'hôpitaux. Comme Marc l'a expliqué, il y a des systèmes robotiques pour lesquels on va aller vendre en CAPEX du hardware et du software et pour lesquels il y a très très peu d'instruments et d'implants. Mais il y a des modèles économiques pour lesquels il va y avoir du bundling qui va être fait avec beaucoup de revenus récurrents et des contrats sur plusieurs années. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a la typologie d'hôpitaux. Quand vous êtes en hôpital public, vous devez suivre des codes de marché public. Vous n'achetez pas les mêmes choses de la même façon que si vous êtes en privé, vous pouvez faire des contrats sur 5 ans ou 10 ans et voire même du bundling. Donc ça dépend vraiment de la spécialité. Il y a des robots pour lesquels il y a très très peu d'implants, voire pas d'implants et d'instruments. D'autres pour lesquels c'est le business model. Et puis encore une fois, les contraintes par pays et par typologie de clients sont différentes, que ce soit en public, en privé, en académique et en universitaire. Vous disiez que vous étiez dans les fonds d'investissement, vous travaillez avec des fonds d'investissement. Est-ce qu'il y a un changement d'approche dans la manière dont les financeurs finalement vont évaluer les robots en santé ? Non, je crois que comme Marc le disait un petit peu, ce qu'il regarde, c'est est-ce que cette plateforme robotique, cette solution, cette équipe répond à un réel problème ? Est-ce que le problème est grand, est suffisamment grand ? Parce que c'est ce qui va définir la taille du marché. Est-ce que la solution est dérisquée? Est-ce que la solution va aboutir un jour? Est-ce que le path réglementaire va exister? Est-ce que l'équipe est très très forte? Et puis est-ce que potentiellement, comme le dit Marc, il y a un jour quelqu'un qui va racheter cette solution pour la lancer à une échelle beaucoup plus grande dans le monde? Effectivement, c'est les prochaines questions que je vais vous donner, ces passages à l'échelle. Peut-être avant, sur l'intégration clinique, la régulation, comment est-ce que vous avez géré ce passage et la validation scientifique de vos solutions ? Alors je dirais, nous c'est dès le départ. Dans notre territoire grenoblois, on a la chance d'avoir des ingénieurs, un CHU de renommée internationale. Donc nous, dès la conception de nos systèmes, on travaille vraiment main dans la main avec les chirurgiens. On est très présent au bloc opératoire et le but c'est vraiment de créer un système qui va répondre à un besoin clinique, c'est la base. Donc c'est dès cette étape de conception où on travaille et après bien sûr une fois que nos systèmes sont intégrés par des startups, il peut y avoir des phases de validation clinique qui sont mises en place. Et de votre côté, Didier Deltor, tous les enjeux de certification, ce sont des obstacles finalement à l'investissement ? Non, ce ne sont pas des obstacles, c'est des points de passage obligatoires et bénéfiques à la fin pour les patients et qu'il faut par contre prendre en considération quand on explore un dossier avec une start-up et regarder s'ils ont bien pris en considération le temps qu'il faut pour monter les dossiers réglementaires de qualité, d'essais cliniques, et s'ils ont les bonnes personnes dans leurs équipes en interne ou en externe pour les accompagner dans ce process qui est en général assez long. Et quelle est la place de la donnée dans ces process justement ? Elle est extrêmement importante puisqu'on doit déposer des dossiers et ces dossiers vont aller au travers de ces essais cliniques et ces données réglementaires vont devoir évaluer des données
des données cliniques, des données réglementaires qui permettront à la fin aux instances réglementaires d'avoir un avis positif ou négatif. Juste pour rajouter, oui, au-delà de cet enjeu simplement, c'est pas simple, mais réglementaire, c'est vrai que l'enjeu de la donnée, ça va être aussi pour apporter des systèmes meilleurs et plus performants. Il y a un réel enjeu aujourd'hui d'être capable dans nos systèmes de comprendre, d'avoir un suivi patient, par exemple post-chirurgie, pour ensuite venir réintégrer ces données-là et les comparer avec ce qui avait été planifié pour savoir si on avait eu la bonne approche, la bonne planification, le bon geste chirurgical, est-ce que le robot a fait son geste au bon endroit, et d'avoir en fait cette boucle fermée en fait. Ça, c'est tout à fait une boucle. Hein. Ouais. Exactement. Et Marc a entièrement raison, et c'est vrai qu'historiquement, l'innovation dans la robotique en médical s'est faite par le matériel, le hardware, et de plus en plus, elle se fait par le logiciel. Donc c'est extrêmement important. Et l'intelligence artificielle, qui permettra d'avoir de la cloud blues, qui permettra d'avoir une vue 360 du patient, qui permettra au robot dans la salle de chirurgie de connecter des données, qui permettra aussi de faire du diagnostic et de la maintenance préventive à distance. Donc la donnée est de plus en plus importante. Donc c'est presque un changement de paradigme Une évolution du paradigme. En tout cas. Vous parliez de passage à l'échelle tout à l'heure, peut-être même à l'internationalisation, on va le voir. Marc Gliner, comment est-ce que on scale avec des robots médicaux ? Alors justement, nous, on pousse vraiment vers le modèle de collaboration de nos startups avec des partenaires industriels. Le constat aujourd'hui, c'est que c'est déjà difficile de lever de l'argent pour développer nos produits. Donc si en plus on devait lever de l'argent pour les déployer commercialement en termes de force de vente, de marketing, de réglementaire à l'international, ça demanderait énormément de financement. Nous, on préfère se concentrer sur le développement des technologies et ensuite de faire des partenariats avec des industriels qui ont déjà ces canaux de distribution, ces forces de vente, ce savoir-faire, et qui vont juste avoir à déployer un produit qui est marqué, qui est prêt. Donc nous, on s'appuie sur des partenaires industriels pour que nos startups ensuite puissent déployer leur technologie. Et sur ce déploiement, il y a des marchés qui sont plus porteurs que d'autres, à l'international notamment. Je crois que ce qui est important de dire pour tout le monde, c'est que l'on soit une toute petite entreprise, une moyenne ou une très grande, il n'y a jamais assez d'argent pour faire le scale-up. Parce que les ambitions sont différentes. Et ce qui est important, c'est vraiment la stratégie qu'on va mettre dans la segmentation du marché et le targeting du marché. Donc on a la chance d'être sur un marché français pour lequel il y a beaucoup d'appétit pour la robotique et l'innovation historiquement, en tout cas dans les domaines que je connais. Et donc ce qui est important, c'est que dans l'échelle d'une start-up, c'est d'avoir des priorités géographiques, souvent dans son marché local, et après avoir une expansion globale, voire un jour aller aux États-Unis ou en Chine ou dans d'autres pays, mais le faire avec une stratégie. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on ne parle pas de déploiement de logiciels, mais on parle de systèmes assez complexes. Donc, aller vendre un système, c'est entre guillemets relativement facile, mais s'assurer qu'il soit utilisé, qu'il performe bien, qu'il soit maintenu en cas de maintenance, c'est un autre challenge. Et donc, il faut s'assurer, quand on fait les déploiements, que ce ne soit pas uniquement un déploiement commercial, mais aussi de services après-vente, de suivi, parce que c'est ce qui fera le succès de la plateforme. Et ce qui alimentera la fameuse boucle aussi de données dont vous parliez. On le comprend, il faut donc avoir une stratégie. Cette stratégie, elle doit être pensée comme le business model dès le départ. C'est vraiment primordial. Tout à fait, tout à fait. Et c'est souvent drivé par est-ce qu'il y a du remboursement, est-ce qu'il y a des key opinion leaders qui sont en place, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont fait ces choses dans ce pays, est-ce que c'est un pays innovant dans ce domaine. Donc au départ, on s'appuie surtout sur ce genre de segmentation et de targeting pour après répandre en fonction aussi de la proximité qu'on avait les pays. Donc on a tendance à démarrer local, étendre un petit peu l'Europe et puis voir aller aux États-Unis et en Chine et en fonction des moyens qu'on a dans la start-up et des financements. Bien évidemment. Si on se projette un petit peu ensemble, Marc Gliner, Min-Max Medical, dans 5, 10, 15 ans, je ne sais pas, quel rôle joueront ça donnera quoi et les robots dans la santé, on en sera où ? Alors pour Min-Max Medical, nous, pour un peu d'actualité, on vient d'inaugurer notre usine de fabrication dans la région de Grenoble, à Aprieux. Donc local pour l'instant. Exactement, local. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'avoir une usine qui tourne à plein régime, avec donc des clients à l'international issus de nos startups qui auraient été intégrés par des grands groupes. Du coup que Min-Max Medical soit présent en termes de fournisseurs de composants dans des robots qui soient largement adoptés dans des hôpitaux partout dans le monde. Ça, c'est la vision qu'on souhaite pour Min-Max Medical. Et comme on l'a un peu dit, je pense qu'en effet, la robotique est là pour rester et pour d'autant plus pénétrer. On a
on a déjà un certain nombre d'indications où maintenant la robotique est pratique courante. Et je pense que aussi autour de la table, on est convaincu que ce sera le cas dans d'autres spécialités et voire toutes les spécialités demain. Pour vous, c'est le pari de la robotique médicale, de toucher toutes les spécialités. Toutes les spécialités. J'ai la chance d'être dans le conseil d'administration de Acu Surgical, qui lancera d'ici 2028-29 la première robotique pour assister les chirurgiens dans la chirurgie ophtalmologique et notamment de la rétine, donc ce qu'on appelle un Blue Ocean, il n'y a personne qui le fait, et donc qui permettra d'avoir accès à des nouvelles thérapies, dont les thérapies géniques et cellulaires, et qui permettra aux chirurgiens de faire des actes en rétinien avec beaucoup plus de précision. On parle du micron. Donc on se prépare à ça, on fait grandir la société, on fait rentrer des compétences, on se prépare aux cliniques, aux réglementaires, la plateforme est dérisquée et on se prépare déjà en vue de la commercialisation en 2028 et 2029. Donc on voit aussi les délais, parce que finalement on n'est que en 2025, donc là c'est à 3-4 ans et il faut déjà être dans cette perspective-là. Oui, il faut avoir une stratégie, alors, encore une fois, de développement, mais là c'est derrière nous, on a déjà fait des patients, et maintenant c'est une stratégie, comme c'est la première fois qu'il y aura un robot en ophtalmologie, c'est un processus assez lourd, réglementaire, donc il faut avoir une stratégie clinique, une stratégie réglementaire et une stratégie d'industrialisation, puisque construire un robot c'est facile, en construire à grande échelle c'est un peu plus compliqué, d'où l'intérêt d'avoir dans le futur des partenaires comme Minmax Medical qui pourront peut-être aider des sociétés comme les nôtres. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous disiez toucher toutes les spécialités, et puis est-ce qu'un robot médical va devenir aussi banal que d'autres innovations comme des IRM Est-ce qu'il y en aura dans tous les hôpitaux dans un futur proche là aussi? Oui, je pense qu'à l'horizon de 5 à 10 ans, je pense que la robotique aura très très bien pénétré, en tout cas les chirurgies, les types de chirurgie pour lesquels elle apporte vraiment quelque chose. Donc, et apporter quelque chose, ça veut dire du bénéfice pour le patient, du bénéfice pour le clinicien et du bénéfice pour l'hôpital et le système de santé. Bien sûr. En guise de conclusion, messieurs, je pense que c'est important. Vous avez décrit un domaine qui est en pleine effervescence, qui est porteur, avec des potentiels d'avenir sur cette expansion à différentes spécialités. Quelqu'un qui serait porteur d'innovation dans la robotique, qui en serait au début du parcours. Quels conseils vous auriez envie de lui donner, et puis quels conseils peut-être vous auriez aimé recevoir vous et que vous n'avez pas eu? Alors moi je vais peut-être un peu me répéter, mais c'est vraiment ne pas développer en silo, s'appuyer sur justement des partenaires industriels, des investisseurs, des cliniciens. C'est vraiment cet ensemble de choses qui permettra à quelqu'un de développer quelque chose qui a du sens, qui a un potentiel de marché, qui répond à un besoin et qui sera déployé. Parce qu'encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, surtout en Europe, en France, c'est très dur de partir de zéro et d'avoir quelque chose qui soit déployé, et tout seul, être capable de déployer à l'international un système. Ça va passer par des partenaires et du coup, il faut échanger avec les grands noms du secteur. Moi, je dirais 3 choses. Le premier, c'est de vraiment se focaliser sur la problématique patient et clinicien, donc pas faire du technology push comme souvent des sociétés le font, donc vraiment résoudre des problèmes existants. Ça, c'est la première. Le deuxième, c'est s'entourer de talents et de compétences en interne ou en externe, parce que c'est un chemin un petit peu long. Et troisièmement, d'être patient, résilient et d'être transparent justement vis-à-vis des investisseurs. Pas essayer d'aller vendre des projets qui sont irréalistes et dire qu'on va sortir un robot dans 2 ans alors que ça va prendre 5 ans. Donc je pense que la transparence, elle est extrêmement importante. Merci beaucoup, messieurs, pour ce tableau de la robotique médicale en France aujourd'hui et dans les prochaines années. On a vu avec vous toutes les perspectives que cela a apporté. Merci beaucoup.